Après 2 ans de tension, Donald Trump et son invité, le vice-premier ministre chinois, ont mis en scène à la Maison-Blanche la grande réconciliation. Nos deux pays ont la capacité d'agir sur une base d'égalité et de respect mutuel. Pékin et Washington ont signé un accord commercial qu'ils qualifient d'historique. Une victoire pour un président américain en pleine procédure de destitution. L'occasion de décrocher son plus beau sourire et de jouer sur la corde patriotique. Ensemble, nous redressons les torts du passé et nous offrons un avenir de justice économique et de sécurité aux travailleurs, aux agriculteurs et aux familles américaines. La Chine s'est engagée à acheter plus de produits américains, notamment agricoles. En contrepartie, les États-Unis doivent lever le pied sur les coûteux droits de douane imposés sur les importations chinoises. Mais cet accord n'est qu'une première étape. Les négociations vont se poursuivre sur des sujets plus sensibles comme la cybersécurité, d'où le scepticisme affiché par la France. Soyons lucides, cet accord entre les États-Unis et la Chine sera partiel, bilatéral et fragile. Fragile car les rivalités entre la Chine et les États-Unis n'ont pas disparu. Washington accuse par exemple Huawei d'espionnage. Il a placé le géant chinois des télécommunications sur liste noire. Sur la question des libertés individuelles, la Maison-Blanche dénonce la répression des musulmans ouïghours, soutient la présidente de Taïwan et le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. La trêve entre Pékin et Washington peut-elle s'inscrire dans la durée? Ou l'affrontement est-il inéluctable entre les deux superpuissances du XXIe siècle? L'Europe est-elle condamnée à choisir son camp pour exister? Pour en parler, 3 invités. Et quels invités! Chunyan Li, bonsoir. Vous êtes consultante spécialiste des relations commerciales franco-chinoises. Vous estimez que Pékin et Washington entrent ou vont entrer dans un cycle de trêve et de bataille. C'est une nouvelle phase dans leurs relations où la concurrence va primer sur la complémentarité. À côté de vous, Pierre Grosser, bonsoir. Historien, professeur à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'histoire des relations internationales et du monde post-guerre froide. En 2017, vous avez publié un livre qu'on voit derrière moi, L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle chez Odile Jacob. Et vous estimez, Pierre Grosser, que cet accord, donc signé hier, est un mélange d'opportunités et de menaces, signe que les États-Unis restent à la recherche d'une stratégie pour contrer la montée en puissance de la Chine. Et enfin, Gérald Olivier, bonsoir, journaliste, spécialiste des États-Unis. Vous êtes chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Votre livre Sur la route de la Maison-Blanche va paraître, je crois, dans quelques jours aux éditions. Oui, je voudrais, peut-être quelques semaines. Quelques semaines aux éditions Jean Picolec. Selon vous, Gérald Olivier, cet accord qui est une victoire politique pour Donald Trump, Gérald Trump, j'allais dire, carrément, correspond aussi à sa vision du monde. Il règle ses problèmes un par un et en face à face, en effet, avec ses partenaires. Nadia, première question du débat, vous l'avez sélectionnée parmi celles des internautes. Oui, c'est donc la question suivante. Cet accord n'est-il pas juste un nouvel argument pour la réélection de Donald Trump? Gérald Olivier, est-ce que le président américain fait effectivement de cet accord un argument électoral? Et puis est-ce également un moyen peut-être de faire oublier le procès en destitution? Je rappelle que l'acte d'accusation a été remis hier au Sénat. Oui. Le procès en destitution durera quelques semaines, donc je ne dis pas qu'on va l'oublier, mais la campagne commencera véritablement après. Et c'est vrai que dans la perspective de cette campagne, cet accord est très positif. Il tombe au bon moment pour Donald Trump. Lui, en 2016, il avait déjà dénoncé des relations commerciales inégales entre les États-Unis et la Chine. Il voulait que ce soit plus juste, que ce soit plus réciproque. Il voulait que un certain nombre de compagnies américaines aient un meilleur accès au marché chinois, que sur la question de la propriété intellectuelle, il y ait de la part des Chinois des engagements qui soient pris. Donc il a obtenu des choses. On verra jusqu'à quel point cet accord est respecté et jusqu'à quel point il change les relations entre les deux pays, mais sur le plan symbolique, il a mené une négociation, il l'a faite à la dure, il l'a faite à la Donald Trump, en imposant des tarifs, il l'a faite par personne. Je vous rappelle que M. Liu, il est juste vice-premier ministre. Lui est président. Il s'est déplacé lui-même. Voilà, il voulait être sur la photo, c'est une victoire personnelle, ma politique fonctionne, j'obtiens des résultats, et donc il va inévitablement l'utiliser pendant la campagne. Alors, le chiffre du jour, de combien de cette victoire, 200 milliards, la Chine s'engage à acheter 200 milliards de dollars de biens américains supplémentaires sur 2 ans. Parmi ces 200 milliards, 78 milliards de produits industriels et 32 milliards de produits agricoles. Alors, Chunyan Li, dans cet accord, qui a gagné, qui a perdu? Est-ce que c'est la Chine qui a le plus cédé, le plus lâché?
Je pense qu'apparemment, on a l'impression que la Chine a fait plus de concessions que les États-Unis pour conclure cet accord. Mais quand on regarde un peu les situations économiques ou politiques dans les deux pays, moi je dirais plutôt que c'est une bonne chose pour les deux parties. En Chine, on subit beaucoup de pression dans l'économie. Et puis aux États-Unis, l'économie a aussi ralenti sur les derniers trimestres. La Chine avait besoin de sortir de cette guerre commerciale. Bien sûr, on a pas mal de pression depuis l'année dernière. Et puis, on a envie de continuer sur le plan économique. Et donc, c'est une bonne chose pour la Chine. Et surtout, ça permet aussi de réduire les tensions commerciales et d'éviter l'escalade de conflits. Voilà. Pierre Grosser, il y a un gagnant, il y a un perdant dans cet accord ? Alors, évidemment, le discours de Trump, c'est de dire qu'évidemment, c'est le plus bel accord de l'histoire américaine. Il a obtenu effectivement plus de choses que ses prédécesseurs, et notamment que de Barack Obama. Donc, évidemment, il peut se prévaloir de cela. À côté, il y a quand même un certain nombre de problèmes, me semble-t-il. Le premier, c'est que c'est plus difficile de tordre le bras à la Chine qu'à des alliés. C'est-à-dire que dans la fin des années 80, quand il a d'ailleurs commencé à être un homme politique, c'était le temps où les Américains faisaient pression sur le Japon, allié des États-Unis, c'était plus facile. Après la crise asiatique de 1997, on a fait pression sur les pays d'Asie du Sud-Est, c'était plus facile, parce qu'il y a plusieurs alliés. Là, c'est quand même quelque chose qui est totalement différent. Deuxième chose, quand on regarde le contenu de l'accord, qui est un accord assez énorme, il y a beaucoup d'éléments qui étaient déjà dans la machine. C'est-à-dire que, par exemple, sur les questions de propriété intellectuelle, la Chine a quand même beaucoup évolué depuis 2014. Par exemple, à la vente de soja, on revient à... La vente de soja à la Chine. À la Chine, c'est des choses qui avaient existé on ne va déjà pas avant. passer en revue tous les alinéas, Non, mais vous avez dit... Très rapidement, il y avait des choses qui étaient dans les tuyaux. Vous avez dit quelque chose de très étonnant, vous avez dit que les États-Unis se comportent un peu comme un pays du tiers-monde. Alors, c'est pas qu'ils Ça veut dire se comportent quoi comme un pays du tiers-monde, c'est que quand on regarde la structure justement du commerce avec la Chine, au début des années 90, un peu la réflexion, c'était que la Chine allait être l'usine et que ce seraient les grandes décisions allaient être prises aux États-Unis et que donc l'essentiel de l'argent reviendrait aux États-Unis. C'est-à-dire on donnerait des ordres. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on insiste effectivement sur les produits agricoles. Normalement, l'exportation des produits agricoles va dans ce sens-là. Je rappelle quand même que le grand exportateur de soja au début du XXe siècle, c'était la Mandchourie, c'est-à-dire c'était la Chine, puis après, hélas, le Japon, pour des raisons que ceux qui connaissent un peu l'histoire peuvent comprendre. En 1978-79, au moment de la normalisation diplomatique entre les États-Unis et la Chine, les Américains pensaient qu'ils allaient pouvoir avoir du pétrole. On était en pleine crise pétrolière, ils pensaient qu'ils allaient avoir du pétrole chinois. Maintenant, qui est-ce qui va exporter des produits énergétiques ? Ce sont les Américains. Et d'ailleurs, cette idée que les États-Unis sont en train de devenir d'une certaine façon, non pas des pays du tiers-monde parce qu'ils exportent aussi autre chose, mais fournisseurs de matières premières, c'est quelque chose une idée que l'on court depuis des années 1990. Faites-nous écouter. Oui, 2 jours avant cet accord, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, s'en prenait très violemment à la technologie chinoise. Ce n'était pas du tout la même ambiance que lors de la signature de l'accord. On le regarde. Certains de nos partenaires européens sont prêts à autoriser leurs données personnelles à transiter via une infrastructure chinoise. Alors je leur ai dit, et je sais que c'est une analogie imparfaite, qu'aucun d'entre nous n'aurait installé une technologie soviétique au temps de la guerre froide, n'est-ce pas ? Donc Gérald Olivier, là il s'en prend à Huawei, on a bien compris, et surtout il compare quand même la Chine, avec qui cet accord a été signé, à l'Union soviétique. C'est pas rien quand même. C'est toute l'ambivalence et le paradoxe de cette relation. C'est-à-dire que vous avez une relation commerciale avec un partenaire qui est inévitable. Il s'agit des 2 plus grandes économies au monde aujourd'hui, et elles vont le rester pour une bonne partie du XXIe siècle. Ces économies, elles ont aussi ce sont des pays qui ont des intérêts stratégiques, et ces intérêts stratégiques sont divergents. Et donc inévitablement, lorsque vous avez d'une part un pays comme les États-Unis qui considère être un pays à d'économie libre, avec une entreprise qui est libre et un droit de la propriété qui le reste, et à côté un pays qui pratique le capitalisme d'État, dont les entreprises qui ont accès aux technologies les plus sensibles sont souvent aux ordres et avec des conseils d'administration dominés par des personnages de l'État, vous avez un paradoxe qui se met en place. Et donc, lorsque l'on parle d'une relation entre les États-Unis et la Chine, il est évident qu'elle a un volet stratégique. Et aujourd'hui, le rival en perspective principale des États-Unis, ce n'est plus
la Russie, c'est la Chine. Mais donc, à vous entendre, il n'y a pas de trêve, en tout cas dans la guerre technologique, Souniani. Mike Pompeo a parlé 2 jours avant la signature. Oui, je pense qu'au fond, comme mentionné tout à l'heure, quel drôle de calendrier. La divergence d'intérêts entre les deux pays est inévitable. Et les États-Unis et la Chine sont déjà entrés dans une nouvelle phase de relation, c'est-à-dire que chacun va essayer de construire son avantage stratégique l'un contre l'autre. Bon, cela n'empêche pas que les deux pays essayent quand même de trouver des intérêts communs. Est-ce qu'on peut dire que la Chine est en train d'essayer de devenir une puissance normative ? C'est-à-dire que, notamment dans le domaine technologique, elle peut essayer d'imposer à l'Amérique du Sud ou à l'Afrique ses normes à elle. Je pense que c'est... En fait, c'est un sujet qui se négocie aussi, parce que souvent, ça dépend aussi du rapport de la Fox, et aussi des négociations. Il faudrait que les différents pays discutent beaucoup sur ces sujets. D'ailleurs, quand on regarde un peu les annonces et les dossiers sur les routes de la soie, par exemple, on dit que on va essayer de aussi s'adapter aux normes locales. Après, la question, c'est que, dépendant de la situation de chaque pays, quelle norme en fait, qui correspond le mieux localement. Et voilà. Donc il n'y a plus de structure de régulation, Pierre Grosser. Oui, l'OMC. La mondialisation de l'OMC, mais où est passé l'OMC ? C'est terminé. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que le jour même de cet accord, vous avez une déclaration tripartite, américain, Union européenne et Japon, pour demander la réforme de l'OMC. Une réforme de l'OMC qui est évidemment dans leur sens. C'est-à-dire qu'on a eu un petit peu cette impression qu'il pouvait y avoir quelque chose qui ressemble à un front uni. La seule question, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit un front uni avec l'Union européenne, on se demande si les Américains n'ont pas fait un peu pression par derrière, comme sur l'Iran, et notamment sur les Allemands qui ont quelques problèmes avec leurs exportations de voitures, que ce soit vers les États-Unis ou vers la Chine, et donc sont liés à des pressions. Donc, bien entendu, ça pose un certain nombre de problèmes pour les États-Unis d'essayer de s'aborder l'OMC, parce que l'OMC peut encore être utile, mais cette idée de front uni, je pense qu'elle ne va pas durer très très longtemps. D'ailleurs, sur cette affaire de Huawei, d'un côté, vous avez les Américains qui font pression sur les Européens pour ne pas faire affaire avec Huawei, et il semble que le président... Pour la 5G, c'est ça. Voilà, pour la 5G, et il semble que le président américain va rencontrer le patron de Huawei. Donc, c'est pas, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'uniquement un affrontement États-Unis... Chine, disons, à couteau tiré, et avec cette idée que finalement, il va y avoir désimbrication des deux économies. Je pense qu'on n'en est pas encore à la désimbrication des deux économies. D'accord. Il y a donc une guerre commerciale économique, et puis il y a aussi des problèmes politiques. On va s'intéresser avec Thibault Nolte à Tsai Ing-wen, la présidente réélue de Taïwan, puisque le président Trump soutient, au nom de la démocratie et des droits humains, Taïwan et Hong Kong, ce qui ne va pas dans le sens de Pékin. On regarde. Prise de tête. On leur prend, mais on leur rend. Tsai Ing-wen, 63 ans, avocate, social-démocrate, indépendantiste, taïwanaise. Je suis Tsai Ing-wen, réélue samedi présidente de la République de Chine, une île de 24 millions d'habitants plus connue sous le nom de Taïwan. J'ai crânement déclaré à la BBC « We are an independent country already ». Et ça file des boutons à mon voisin Xi Jinping. D'abord, j'ai pas de bouton. Ensuite, je te rappelle, ville sociodémocrate pervertie par l'Occident, que depuis ton élection en 2016, je t'ai diplomatiquement isolé. Mon petit légume creux, à part 2 ou 3 crève la dalle et le Vatican, plus personne ne te parle. Je te rappelle, fils de prince rouge, que j'ai appelé Trump dès son élection. Il a pris mon appel, alors que depuis la reconnaissance de la Chine populaire par Washington en 1979, aucun président américain ne parlait plus à un dirigeant taïwanais. Et toc! Tu es la sinistre fille d'un riche garagiste. Tu as fréquenté la morgueuse London School of Economics. Tu admires la vipérine Thatcher. Vous êtes du même bois avec Trump. Sauf que moi, j'attrape pas les filles par la chatte. D'ailleurs, j'en ai 2. Et j'hésite pas à les exhiber. Ting Ting et Atsai font partie intégrante de ma com. Je suis timide, techno, j'habite seule un petit appartement. Si j'ai gagné avec 57% des voix, ce n'est pas non plus parce que j'ai fait voter une loi permettant aux patrons de faire travailler leurs salariés 12 jours d'affilée, ni grâce à la reconnaissance du mariage gay, une première en Asie, mais parce que les Taïwanais ont vu ce qui s'est passé à Hong Kong. Tu es une fielleuse usurpatrice qui entrave ma mission historique de réunifier le continent et Taïwan, cette misérable île où les chiens nationalistes se cachèrent à l'arrivée de Mao en 49 et dont nous les rouges n'avons jamais reconnu l'indépendance. Je pourrais bien envoyer l'armée pour te clouer le bec et y enfermer ta langue fourchue. J'appelle Donald. Trump? Non, Donald Duck.
Merci Thibault Nolte. Vincent. Gérald Olivier, l'Amérique soutient la présidente taïwanaise, elle soutient aussi les manifestants à Hong Kong. Jusqu'où Trump peut aller dans ce soutien de ces pays qui sont mitoyens de la Chine? Jusqu'à ce que la Chine aille trop loin. C'est-à-dire, c'est aussi un paradoxe, parce que depuis la reconnaissance de la République populaire de Chine, les États-Unis ont en fait ils ont un allié. Taïwan reste un allié. Et il y a des accords de défense qui lient les États-Unis et Taïwan. Mais la Chine est un partenaire commercial beaucoup plus important. Et la ligne rouge vis-à-vis de Taïwan, ce serait une déclaration d'indépendance. Les États-Unis n'iraient jamais soutenir une telle déclaration, ce n'est pas leur intérêt. Le status quo actuel leur convient. Par contre, le status quo leur convient dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des accords sur Hong Kong qui datent de l'accord de 97, et si la Chine revient sur ces accords, ce sera une ligne rouge. Après, ce sur quoi elle débouchera, on pourra voir, mais la ligne rouge, elle est là. Pierre Grosset, status quo actuel. Dans ce bras de fer, est-ce que la question des libertés publiques joue un rôle ou ça tient simplement du discours, les droits de l'homme que défendent les États-Unis et le monde libre face au régime chinois? Pour Trump, je ne pense pas que c'est une importance considérable. En revanche, pour une partie de l'opinion américaine et pour le législatif américain, je vais y arriver, c'est beaucoup plus important. Et en tout cas, c'est un élément qui est mis sur le devant par d'autres interlocuteurs que le président Trump. Le vice-président Pence, par exemple, dans la plupart de ses discours, qui sont les discours les plus vifs à l'égard de la Chine, revient régulièrement sur ces questions-là. On a parlé de Mike Pompeo tout à l'heure aussi, c'est un élément qui est important. Donc voilà, je pense que c'est utilisé par Trump pour essayer de faire pression parmi tous les éléments de pression qu'on peut avoir sur la Chine. Ça rappelle un tout petit peu ce que Reagan faisait, c'est-à-dire en termes sportifs, les Américains aiment beaucoup les métaphores sportives, le full court press, le pressing absolu au basket, c'est-à-dire qu'on essaye de faire pression sur la Chine un petit peu de tout, dans toutes les directions. Juliane Lee. Je suis d'accord parce que je pense que la guerre commerciale, sinon américaine, est non seulement économique, mais aussi géopolitique, technologique. Et c'est aussi sur le soft power. Donc, quand on prend du recul en fait, sur tout ce qui se passe actuellement, surtout depuis 1 à 2 ans, on se rend compte quand même que les États-Unis essayent d'utiliser différents moyens dans différents domaines pour faire pression à la Chine. Et quand on regarde aussi ce qui s'est passé dans les années 80 entre les États-Unis et le Japon, on l'a mentionné tout à l'heure, à l'époque, le Japon est devenu la 2e puissance économique en 1968. Et puis, les États-Unis ont essayé aussi d'empêcher le Japon de devenir la 1re puissance. Donc, on a signé les accords du Plaza, par exemple. Et puis, les conséquences, c'est que le Japon a eu une stagnation économique pendant 10 ans environ. Donc, je pense que c'est pour ça que la guerre commerciale ou la guerre dans d'autres domaines, pour moi, c'est presque inévitable et ça va continuer dans les années à venir. Alors, et l'Europe, pendant ce temps-là? Oui, en tout cas, il y a une mauvaise nouvelle pour la France, pour l'Europe et aussi pour la France, puisque les États-Unis envisagent très sérieusement d'alléger leur présence au Sahel et donc leur soutien à l'opération Barkhane. D'après le New York Times, ça pourrait intervenir dans les prochaines semaines. On parle donc de la présence de 7000 soldats américains sur le continent africain, d'une base aérienne qui a été inaugurée en novembre dernier, qui se trouve au Niger, de drones, et tout ça pour un coût annuel pour les Américains de 45 millions de dollars. Et ce sont des ressources qui devraient être réaffectées, redéployées vers le Pacifique, parce que les tensions, vous le disiez, elles ne sont pas qu'économiques, elles sont aussi visiblement militaires. Lors du dernier sommet de l'OTAN, on l'a vu, c'était en décembre dernier, les 29 pays membres ont adopté une déclaration commune qui qualifie pour la première fois la montée en puissance de la Chine de défi, ce qui signifie a priori que Donald Trump a obtenu de ses alliés que Pékin soit désigné comme une préoccupation militaire. Et de fait, en effet, on le voit également sur les cartes, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire en Asie du Sud-Est. Le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, multiplie les accords. Il prend beaucoup l'avion avec les pays de la région pour y installer des bases militaires et puis des missiles de moyenne portée. Et autre fait notable, il y a énormément d'articles à ce moment-là, les États-Unis ont clairement défié la Chine, ça c'était en septembre, en organisant des manœuvres militaires très spectaculaires et sans précédent en mer de Chine. Et tout ça avec le concours de 10 autres pays d'Asie du Sud-Est. Et on parle d'une zone dont on sait que ça constitue un vrai baril de poudre. Pierre Grosset, est-ce que tout ça c'est simplement pour montrer les muscles ou est-ce que ça peut dégénérer en vraie confrontation ?
Alors, il y a un certain nombre de lieux où il peut y avoir des confrontations. Vous avez évoqué la mer de Chine du Sud, ça peut être aussi sur Taïwan, puisqu'on a parlé de Taïwan tout à l'heure. Il faut faire attention que cette idée de déplacer des troupes vers le Pacifique, c'est une idée qui avait déjà été soulevée par Obama. Ça fait un moment qu'on en parle. Et pour le moment, quand on regarde les chiffres, c'est pas un déplacement considérable. Hein. Il ne vide pas, par exemple, le Moyen-Orient. Il y a toujours 60 000 hommes au Moyen-Orient. Ça ne change pas fondamentalement les choses. La plupart des bases étaient des bases qui étaient déjà présentes. Alors, il peut y avoir des changements, comme à Darwin, au nord de l'Australie. Mais fondamentalement, la présence américaine ne s'est pas profondément transformée. Ce qui est vrai, et là, vous avez absolument raison, c'est que pour les Américains, plus que pour les Européens, la Chine est considérée comme un peer competitor, donc comme la menace pour l'avenir, un pays révisionniste, bien entendu, et une menace existentielle à terme. Donc, c'est toute la question de savoir si une partie de la politique américaine, notamment au Moyen-Orient, c'est-à-dire de refus d'un vrai engagement au Moyen-Orient, et par Obama et par Trump, n'est pas liée au fait qu'on ne veut pas encore s'embourber, parce que pendant 15 ans, pendant les guerres américaines au Moyen-Orient, qui est-ce qui en a quand même largement profité? Ça a été la Chine. Chunyan Lee, sur ces risques d'affrontement, le regard des Chinois, parce qu'eux aussi, leur armement progresse et augmente. C'est vrai que ce qui s'est passé avec les États-Unis depuis 2 ans à peu près, l'intensification des conflits ont beaucoup inquiété en fait, les Chinois, déjà dans le domaine économique. Et sur le plan militaire? Sur le plan militaire, oui aussi, mais les Chinois aujourd'hui sont plus préoccupés en fait par les activités économiques. Donc, les gens ne font pas toujours attention. Quand ils voient des manœuvres militaires américaines, des navires en mer de Chine, ça les inquiète pas? Ça les a indignés. Et surtout, il y a des discussions régulières sur les réseaux sociaux chinois. Mais je parle de manière générale. Ce qui les préoccupait le plus, ce sont quand même les activités économiques. Gérald Olivier, l'Europe est-elle une victime collatérale de cette compétition, de cette guerre économique et maintenant de cet accord, pérenne ou pas? Que doit faire l'Europe? Est-ce qu'elle est poussée dans les bras de la Chine d'une certaine manière? Non, elle n'est pas poussée dans les bras de la Chine. Par contre, l'Europe a des problèmes qui sont relativement différents et qui sont des problèmes internes, qui sont liés à son économie, à sa démographie, à sa population, à son unité, à ses propres règles au sein de l'Union européenne. Ce qu'on constate malheureusement, et ça c'est pas simplement avec Trump, c'était déjà le cas avec Barack Obama. Barack Obama avait un tropisme asiatique, c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas à l'Europe. Et Trump a un tropisme, lui, économique, c'est un homme d'entreprise, il voit où sont les marchés, où sont les produits, où sont les rivaux, et il s'aperçoit que c'est surtout aujourd'hui, du côté asiatique, que ça se passe. Pierre Grosser, l'Europe est obligée de choisir entre les deux? Non. Elle va avoir beaucoup de mal à manœuvrer parce qu'elle est sous pression des deux côtés. Parce que tout à l'heure, j'évoquais la question des automobiles, notamment allemandes, pour qui c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, depuis 2-3 ans, on voit le déclin des ventes d'automobiles américaines et à la Chine et aux États-Unis. Et les deux ont cette arme. C'est-à-dire peuvent faire chanter, au sens propre du terme, et on sait que c'est en train de se passer, les Allemands sur cette question de l'exportation des voitures allemandes. Donc le problème, c'est qu'on a chacun, finalement, un certain nombre d'intérêts différents. Et on le voit d'ailleurs dans les réactions, par exemple, à l'élection à Taïwan, où les réactions étaient très différentes selon les pays. Et relativement timide, la réaction européenne. La réaction européenne timide, la réaction française relativement timide. Inaudible. Et puis, quand vous voyez, par exemple, les Britanniques, évidemment, les Britanniques, à partir du moment où ils sortent de l'Union européenne, ils ne vont pas se fâcher avec la Chine. Mais en même temps, ils veulent avoir des très bonnes relations avec les États-Unis. Donc, c'est pas à choisir. C'est-à-dire, et je pense que pour la plupart des pays d'Asie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de confrontation entre les deux et on ne veut pas d'accord sur notre dos fait entre Américains et Chinois. Chunyan Lee, l'Europe, c'est une entité pour la Chine où on travaille avec la France, l'Italie, l'Allemagne, de façon bilatérale avec des pays? Oui, c'est vrai que traditionnellement, l'Europe a été surtout perçue comme un concept géographique en Chine. Ça veut dire qu'en Chine, on considère que ce qui détient le plus de pouvoir, ce sont les pays individuels. Et la Chine prend souvent une approche plutôt opportuniste. Ou parfois on dit que c'est pragmatique. Quand on fait des affaires ou quand on veut conclure des accords. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi l'Italie ou d'autres pays de l'Europe de l'Est, en fait, pour avoir les premiers accords dans le cadre des routes de la soie. Donc effectivement, la perception est différente en Chine et en Europe. Merci à tous les trois. Fin de ce débat.